Rebienvenue dans notre apocalypse de glace. Le froid n'a pas encore effacé l'humanité de la planète, mais il est en train de lui arracher le masque, doucement, couche après couche. Un seul immeuble, un seul couloir gelé, et des voisins tellement affamés qu'ils ne réfléchissent plus correctement. À l'étage, quelqu'un est installé dans une forteresse d'acier comme dans un hôtel de luxe. Il regarde les gens perdre la tête via les caméras, et savoure leur trahison comme un épisode spécial tout neuf d'un drama légendaire. Alors, qu'est-ce qui se passe en bas? Plus de supplications. Les négociations, c'est terminé. Ce soir, ils vont venir frapper à sa porte. Pour voler sa nourriture. Et surtout, pour lui prendre la vie. Sauf qu'il y a un petit souci, ce n'est pas une simple mission. C'est un combat de boss. Et le boss attend ce moment depuis longtemps. Si vous êtes prêts, on reprend exactement là où on s'était arrêté. Jou serrait son téléphone si fort que ses doigts en étaient devenus blancs. De l'autre côté, Zan était seul dans son abri d'acier, à regarder le chaos en bas sur ses caméras comme un agent de sécurité blasé qui zapperait dans sa guérite. Et maintenant, Jou devait choisir un camp. Elle avala sa salive, serra encore plus le téléphone, et força les mots à sortir. Elle dit qu'elle le choisissait, lui. Elle choisissait Zan. Là-haut, dans sa forteresse, les yeux de Zan s'assombrirent d'une satisfaction calme. La docteure compétente, rationnelle, désespérée venait enfin de tracer sa ligne. Pas les héros bruyants d'en bas, pas les brutes armées, mais l'homme derrière la porte d'acier. Jou se leva, marcha jusqu'à la fenêtre et tourna le dos à la pièce. De dos, elle avait l'air calme et pourtant, on aurait presque entendu les engrenages grincer dans sa tête, survie, culpabilité, peur, faim, tout se disputait comme un jury incapable de rendre un verdict. En bas, le groupe de discussion de l'immeuble était en feu. Et finalement, quelqu'un tagga Zan, notre héros officiel de l'ère glaciaire, fraîchement couronné pour lui poser la question la plus stupide de la semaine. « Frère Zan, tu vas partager tes réserves avec nous ?» Zan était assis dans son armurerie, téléphone dans une main, entouré d'assez d'armes et de nourriture pour complexer un petit pays. Il se caressa lentement le menton. Dans cet immeuble à moitié congelé, bouillonnant de faim, de haine et de panique, l'émotion la plus divertissante à ses yeux, ce n'était pas la peur. C'était autre chose. La cupidité. Il répondit presque comme s'il écrivait pour lui-même que la cupidité, c'était comme le gel, une fois que ça commence, ça ne s'arrête plus, ça ne fait que se répandre. Puis il esquissa un sourire lent et moqueur comme quelqu'un qui feuillette tranquillement l'horoscope de la tragédie des autres. Même si l'immeuble brûlait jusqu'aux fondations, pensa-t-il, il n'obtiendrait rien de lui. De l'autre côté de l'écran, ce pseudo-dur à lunettes faillit pulvériser son téléphone. Il serrait les dents si fort qu'il aurait sûrement besoin d'un dentiste après l'apocalypse. Et il a vraiment la tête du type qui a peur des dentistes. Bon, on n'en sait rien, mais avouez. Il a cette tête-là. Les voisins venaient juste de regarder la vidéo où Zan transformait des pillards en marshmallows grillés, et malgré ça, leur plan restait, aller frapper et demander un petit goûter. Ça s'est passé exactement comme vous l'imaginez. Le chat est passé de la mendicité à l'organisation à une vitesse beaucoup trop suspecte. Et très vite, le comte de Zeng apparut dans le groupe où on le fait tomber. Pas notre Zang, l'autre. Le boss. Le grand méchant qui se promène comme s'il possédait l'immeuble. Il entra dans la discussion comme si c'était le propriétaire. Et il tapa immédiatement le nouveau plan, oubliez les vieilles histoires, qui a piqué la copine de qui a mangé les pâtes de qui, tout ça, poubelle. Priorité numéro 1, s'occuper de ce petit insolent de Zan, là-haut. Le gars aux lunettes était déjà passé en mode groupie du boss maléfique, il hurlait dans le chat et dans la vraie vie, prêchant que tous les dramas personnels pour l'instant pouvaient attendre, parce que le vrai ennemi, c'était l'homme qui avait la nourriture et le chauffage. Quel leadership inspirant, hein? Pendant ce temps, l'ordinaire et calme oncle Yu transpirait à grosses gouttes. Au fur et à mesure que le chat se remplissait de petites phrases adorables comme « tue-le »,« défonce la porte » et « mangez-le », bon sang, il commença à comprendre que ce n'était pas juste du vent. Les gens s'organisaient vraiment.
attrapait des armes. Les couloirs gelés se remplissaient de pas, et de rage. Les mains de Yu tremblaient sur son téléphone. Il devait prévenir Zhang, tout de suite. Dans un autre appartement, Ju regardait les messages défiler. La vidéo de Zhang en mode grill électrique humain s'était répandue dans tout l'immeuble, et les réactions étaient exactement celles qu'on attend, peur, hystérie, et une avalanche de « tuer le gars qui a l'électricité ». Elle se mordit la lèvre et prit sa décision. Peu importe ce qu'elle avait dit avant, peu importe les lignes qu'elle jurait ne jamais franchir, elle reprit son téléphone et décida de tout raconter à Zhang. Un instant plus tard, le téléphone de Zhang vibra. Il était dans son armurerie, en train de choisir ses armes avec le calme concentré de quelqu'un qui choisit un film. Il lut le message de Ju, survola le pavé paniqué de Yu, les gens replongeaient dans la folie, ils venaient pour lui, ils avaient vu la vidéo, ça allait dégénérer, et son expression bougea à peine. Il porta le téléphone à ses lèvres et envoya un message vocal. Il dit une seule chose à Ju, ne te mêle pas à la foule. Si les autres voulaient jouer les acteurs d'une tragédie en direct ce soir, qu'ils se servent. Lui, il s'assoirait et regarderait, comme une diffusion au Full HD, zéro chargement. Il prit son arme, pointa son téléphone comme s'il faisait partie de la cible, et ajouta, regarde juste le spectacle. C'est mieux. En bas, ils étaient déjà parfaitement organisés. Les escaliers tremblaient sous le poids des bottes. Les hommes attrapaient tout ce qu'ils pouvaient, tuyaux, barres de fer, marteaux, n'importe quoi capable de fracasser une porte d'acier ou un crâne. Ce soir, on tue ce salaud. Quelqu'un le cria, et le couloir avala ces mots comme de l'essence. Très vite, tout le corridor devant l'appartement de Zhang était bondé. L'immeuble, qui ressemblait depuis des jours à un congélateur à moitié mort, avait maintenant l'air d'une foule au bord de la révolte. À l'intérieur, Zhang observait via la caméra. Pour eux, c'était la victime coincée. Pour lui, ce n'était que des proies. Il sourit légèrement et ouvrit un panneau caché sur sa tablette, une unité de contrôle électrique qu'il avait fabriquée bien avant que le monde gèle. Dehors, un homme avec un énorme marteau s'avança autoproclamé et expert en négociation de portes. Il frappa le métal et hurla à Zhang de sortir. Zhang appuya sur le bouton. Le couloir explosa de cris. Un courant invisible jaillit du marteau dans le corps de l'homme. Son dos se cambra comme un arc, ses yeux se révulsèrent, des étincelles dansèrent sur le métal et la chair. Puis le courant bondit de lui vers 6 autres comme une compétence améliorée dans un jeu vidéo transformant la première ligne en circuit enchaîné de regrets. Un par un, ils s'effondrèrent, convulsèrent, et ne se relevèrent pas. La foule recula, paniquée, trébuchant et se percutant en essayant de fuir. On aurait presque entendu leur pensée collective en une seule phrase, quel psychopathe câble sa porte d'entrée comme un boss de fin de jeu. C'est alors que Zhang se fraya un chemin, pistolet en main. Il regarda les corps fumants sur le sol, puis jeta un œil à l'un des idiots encore debout avec une barre métallique, comme s'il n'avait rien appris. Calmement, il leva son arme et lui demanda où il croyait aller. Le gars aux lunettes et égaux pulvérisés mais peau encore intacte se jeta en avant comme un justicier de pacotille. Il leva le poing comme un révolutionnaire et cria que Zhang venait de massacrer leurs voisins. Que ça ne pouvait pas rester impuni. Que la vengeance était leur devoir. Quelques personnes froncèrent les sourcils, accrochées à leur dernière cellule cérébrale survivante. Mais Lunette n'avait pas fini. Il rappela à tout le monde qu'il mourait de faim, qu'il gelait, et que derrière une seule porte juste là il y avait de la chaleur, de la nourriture, et la vie qu'ils méritaient. S'ils défonçaient la porte, ils auraient le chauffage et les réserves. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était courageusement fracasser un peu d'acier. La colère traversa la foule par vagues. Comme Shadow. Attendez une mauvaise série. Mon cerveau vient de faire un détour une seconde. Désolé. On reprend. Ses voisins vivaient dans le froid et la faim depuis plus d'une demi-mois. Doigts engourdis, ventre vide, enfants qui pleuraient jusqu'à s'endormir. La survie s'était réduite à une équation simple, défoncer la porte et vivre. Échouer et bonne chance. Alors ils trouvèrent une énorme bûche pour s'en servir comme bélier.
D'où elle vient et comment ils l'ont traînée ici, ne demandez pas. Et ne demandez pas non plus en commentaire. Merci. 4 hommes la soulevèrent et chargèrent la porte. À l'intérieur, Zhang grimaça surtout à cause du bruit. Il se servit un verre, le porta à ses lèvres, et soupira. Pourquoi il crie autant? S'il tenait vraiment à composer une chanson faite de hurlements douloureux et de percussions bois sur métal, il pouvait au moins ajouter un peu de musique. Il prit la télécommande et lança de la musique, un vieux classique. Visiblement, le sens du spectacle de Zhang allait très bien, merci. Mais la porte continuait de trembler sous des impacts lourds, réguliers. Dehors, les assaillants hurlaient des menaces du genre « Bouge pas, prépare-toi à mourir, c'est bientôt fini ». À l'intérieur, l'homme qu'il tentait de tuer était en train de régler sa playlist. Au bout d'un moment, les 4 devant s'écroulèrent, haletants, bras tremblants, épaules engourdies. Ils fixèrent la porte toujours debout, même pas égratignée. C'est quoi cette porte maudite? Excellente question. Un type plissa les yeux, s'approcha, et sortit une loupe parce que bien sûr, quand tu sors cambrioler un appartement, tu penses à emporter une loupe. Évidemment. Il examina quelques secondes, puis pâlit. Avec le sérieux d'un employé de banque annonçant une exécution administrative, il déclara que cette porte était du même type que celle des coffres-forts de banque. Pas de similaire. Pas de solide. La même. Le voleur à côté regarda la porte, puis le type. Donc, on peut pas la casser, hein? L'employé baissa la tête, honteux, comme s'il avait personnellement forgé le métal. Il expliqua que même faire sauter un truc pareil était difficile sans explosif. Leur grosse bûche, à côté, était aussi efficace que lui faire un câlin. Les assaillants regardèrent encore la porte et réalisèrent qu'ils n'étaient plus en train de voler un appartement. Ils essayaient de braquer un coffre-fort ambulant. Et c'est là que Zhang décida de participer à la conversation. Depuis l'intérieur, arbalète en main, il s'approcha de la porte pendant que l'expert bancaire l'expliquait encore gentiment que même un maître voleur ne pourrait pas ouvrir cette serrure. Il n'eut pas le temps de finir. Quelque chose fendit l'air près de l'œilleton. Un carreau d'arbalète jaillit et se planta dans la gorge de l'homme. Il porta les mains à son cou, le sang jaillit, il s'étouffa dans une trahison instantanée et le couloir explosa. Quelqu'un hurla que Zhang était armé. La moitié de l'escalier tenta de fuir en même temps. L'autre moitié cria « Arrêtez de pousser, il y a des enfants ». Mais tout le monde courut quand même. Des corps s'en mêlèrent, se cognèrent au mur, la peur venait enfin de dépasser la faim. Un pillard se plaqua contre le mur juste en face de la porte, coincé là, hurlant des insultes à Zhang. Entre lui et la porte, quelques corps étaient encore tordus au sol, des volontaires qui venaient d'apprendre, à leurs dépens, que ouvrir la porte et entrer, ce n'est pas une stratégie universelle de survie. Derrière l'acier, Zhang rechargea calmement son arbalète. Chaque cri de « démon » et « il aurait déjà dû mourir » filtrait sous la porte, et il écoutait ça comme un bruit de fond. Le chef aux lunettes s'appuya contre un mur et cria. Il dit à tout le monde de ne pas paniquer. Parce qu'il avait une idée parfaite. Et si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est que quand ce genre de personne dit « j'ai une idée », la sécurité publique s'apprête à souffrir. Il tapa sur le mur. Le son n'était pas celui du béton normal. Plus profond. Plus froid. Avec la confiance de quelqu'un qui a regardé la moitié d'un documentaire, il annonça que la porte était faite d'un alliage spécial, voilà pourquoi elle était difficile à casser. Génie. Pur génie. Il y a 2 minutes, le type à la loupe vient littéralement de te le dire, champion. Ne forcez pas trop sur ce magnifique cerveau, s'il vous plaît. Tout le monde le regarda comme on le fait là, maintenant. Puis quelqu'un sourit comme s'il venait d'inventer le concept d'entrée de côté. Si la porte était intouchable, et les murs? Ils étaient une foule, non? Avec assez de monde, ils pouvaient arracher une partie d'un mur. Et une foule désespérée croit n'importe quoi, tant que ça sonne logique. Très vite, des marteaux et des masses s'abattirent sur le mur comme s'ils leur devaient un loyer. Zhang ne riait plus autant. Un morceau de la couche extérieure fissura. De la poussière tomba, petit résultat, gros boost de morale.
Un homme frappa encore de toutes ses forces, puis se figea. Le mur est trop dur. Il passa sa main dans l'ouverture. Pas de briques dessous. Du métal. Du métal épais, froid, impitoyable. Il fixa ça comme s'il venait de voir les lois de la physique et de l'architecture se faire insulter personnellement. Les murs sont en métal aussi. Un autre jeta sa pelle, au bord de la crise. Quel genre de personne saine construit un appart comme ça, grogna-t-il. Non, tout l'endroit est en acier, cracha quelqu'un d'autre, comme si c'était une attaque personnelle. Certains tentèrent une destruction créative. Un type qui tenait encore une tasse comme soutien émotionnel continuait de piquer le métal à la pioche. Un autre essaya d'utiliser une pelle comme levier. Chaque coup résonnait, pour rien. Finalement, Zhang arrêta d'écouter leur festival de stupidité. Sa voix traversa la porte calme, presque joyeuse. Puisqu'il voulait des réponses, il allait leur en offrir. Il expliqua que les murs extérieurs étaient recouverts d'acier renforcé, 20 cm d'épaisseur. Le genre d'acier que même des boulets de canon n'ont pas envie de rencontrer. Leurs outils en bois étaient mignons. Inutiles, mais mignons. Il tapa sur sa tablette, suivant la consommation électrique et l'énergie de la foule comme s'il consultait des stades de jeu. À ce rythme, ils abandonneraient et lui survivrait tranquillement. Dehors, un assaillant se prit la tête entre les mains et demanda « Pourquoi ? Pourquoi rénover un appartement normal comme ça ?» Un autre avoua qu'il avait entendu parler des travaux de Zhang avant la tempête, mais là, c'était un autre niveau. Ce n'était pas un petit rafraîchissement. C'était construisez votre forteresse blindée, pack de départ. Puis Lunette pointa la porte d'un doigt tremblant. Il hurla que Zhang avait fait tout ça parce qu'il savait que tout allait être enseveli sous la neige. Il avait tout préparé exprès pour lui seul. Un par un, les visages s'ouvrirent de stupeur. Donc c'était ça. Il savait. Il s'était construit sa petite arche privée et il avait laissé tout le monde dehors à geler. Il ne manquait plus que les animaux à l'intérieur. Il criait qu'il ne pensait qu'à lui, qu'il se fichait qu'il meure. Certains hurlaient, à quoi ça sert d'être le dernier humain vivant, entouré de cadavres et de boîtes de conserve. Un type tomba à genoux et se mit à pleurer. Il sanglota que Zhang paierait un jour pour ce qu'il leur faisait. Il ne paiera pas. À ce moment-là, Zhang leva son arme et coupa court au drame. Il dit à tout le monde de rester calme. Il ne faisait que commencer. Oui, les murs et la porte étaient en acier, mais le plafond ? Le sol ? Tout l'appartement ne pouvait pas être en métal comme un cercueil. Il pointa vers le haut et le bas et ordonna au groupe de se diviser, tenter par-dessus et par-dessous. Des coups de masse commencèrent dans l'appartement du dessus. D'autres commencèrent à frapper depuis le dessous. Zhang serra les poings une fois, pas de peur, d'agacement. Il fallait l'admettre, le cerveau de Zhang fonctionnait. Malheureusement pour eux, Zhang avait aussi renforcé le plafond avec des plaques d'acier. Quelqu'un au-dessus hurla que c'était impossible. Chaque surface, plafond, sol, mur rendait le même son froid et solide. L'appartement n'était pas juste sécurisé. C'était une boîte en acier. Pendant ce temps, 3 invités non désirés étaient coincés dans une autre pièce, fixant les murs comme des prisonniers réalisant que leur cellule, c'était tout l'immeuble. L'un se tenait le ventre. La faim lui tordait les entrailles jusqu'à le plier en deux. Ses yeux glissèrent vers ses amis. Et pendant un instant, quelque chose de vraiment terrifiant arriva, il ne les vit plus comme des personnes. Il vit de la viande. Les autres remarquèrent ce regard et le rendirent, horrifiés, mais lucides. Cet immeuble avait cessé d'être une résidence moderne pour devenir une cocotte-minute morale à une vitesse effrayante. Quelqu'un regarda son téléphone. Il avait réchauffé dans sa main, les messages des autres étages vibraient de mauvaises nouvelles et de panique. Lunette secoua la tête et hurla. Ce n'était pas seulement les murs en acier ou la porte verrouillée qui le détruisaient. C'était que Zhang, lui, vivait bien au milieu de tout ça. Il avait de la chaleur, de la nourriture, de la musique, des boissons chaudes, et une boîte d'acier pour le séparer de la folie. Qui ne voudrait pas de cette vie, là, maintenant ? La jalousie était presque palpable. Puis,
un voisin resté étrangement silencieux leva la main. Il avait une nouvelle idée. Le balcon, dit-il. Il avait entendu qu'après rénovation, Zhang avait supprimé l'ancien balcon et l'avait remplacé par une immense baille vitrée du sol au plafond. Pas de mur, juste du verre. Et s'il y avait du verre, il y avait un point faible. Il ne pouvait pas tout sceller. Une étincelle d'espoir traversa les assaillants. Peut-être que côté balcon, c'était le ventre mou même si la porte était un coffre et les murs en acier. Ils posèrent rapidement une planche étroite entre le balcon voisin et celui de Zhang, bricolant un pont improvisé. Un groupe de pillards commença à traverser prudemment, marchant au-dessus du vide tout en évitant soigneusement de réfléchir à la fin probable de ce plan. À l'intérieur, Zhang se tenait près de la fenêtre avec une tasse fumante. La vapeur montait lentement. Dehors, le groupe se rassembla sur la planche, leur souffle flottait en nuages glacés. L'un leva une masse avec un sourire cruel. Au moment où il briserait la vitre, déclara-t-il, leur problème de l'étage mourrait et les délicieuses réserves à l'intérieur seraient enfin à eux. Un autre, avec quelques neurones de plus, marmonna que si quelqu'un devait finir enterré ce soir, ce serait probablement ceux qui, à l'instant, pendaient au-dessus du vide. Zhang posa sa tasse avec un calme précis. À travers la vitre, il les écouta discuter de sa mort et du partage de son garde-manger comme des joueurs se disputant un loot dans un lobby. Les phrases fusaient, ça prendra pas longtemps, dès qu'il tombe, tout est à nous. Zhang sourit et s'éloigna de la fenêtre. Ils crurent qu'il allait chercher une arme ou se cacher. En réalité, il allait à la cuisine. Il sortit une bouteille. Enfonça un tissu dedans. Alluma le tissu. Une lueur orange familière fleurit dans sa main, un cocktail Molotov, l'outil préféré de tout homme qui croit que le feu, c'est une négociation valable. Il revint à la fenêtre, les flammes se reflétaient dans ses yeux. Il considéra cette petite performance comme un cadeau pour le troupeau gelé aligné dehors, en train de parler de le tuer et de se remplir l'estomac. Il laissa tomber la bouteille par l'ouverture, directement sur la planche. Les gens en bas relevèrent enfin la tête. Pendant 2 secondes, ils le virent tous. Un arc de feu descendit, projetant des étincelles promettant une douleur pure. La bouteille éclata. Les flammes rugirent. Un homme fut immédiatement englouti. Le feu l'enveloppa comme une cape sortie de l'enfer. Sa peau noircit en brûlant, et ses cris déchirèrent l'air glacé. Quelqu'un hurla que Zhang venait de lancer un explosif. L'homme en flammes tituba, avançant à l'aveugle puis glissa de la planche et tomba, torche vivante, dans le vide. Zhang alluma calmement un deuxième molotov. Brûlé vif, pensa-t-il, c'était probablement l'une des pires façons de mourir. La deuxième bouteille tomba. Encore du feu. Encore du chaos. Un homme aux yeux exorbités supplia qu'on l'aide alors que ses vêtements prenaient. Il chercha la rambarde gelée, ses amis, n'importe quoi qui puisse le sauver. La réponse de Zhang fut un « non », froid, presque amusé. Ceux encore sur la planche rampèrent vers l'extrémité du pont, suppliant les gens en bas de les tirer. Mais personne ne voulait s'approcher d'un corps en feu. Lunette leva sa masse et frappa un homme en flammes pas pour le sauver, mais pour le repousser. Il hurla qu'ils étaient fichus, si quelqu'un s'approchait trop, ils brûleraient tous. Un par un, les hommes en feu tombèrent dans le vide et s'écrasèrent sur la neige comme des torchés. Les survivants regardèrent les corps brûlés en bas. L'odeur de viande carbonisée remonta. Certains assaillants tendirent des mains tremblantes vers les flammes. En vrai, ça réchauffe pas mal, marmonna l'un d'eux. Bravo. Vous venez officiellement de passer de survivants désespérés à gens qui utilisent des cadavres comme feu de camp. Sur le balcon, un nouveau pillard enjamba la rambarde côté voisin. Il posa le pied sur la main durcie d'un cadavre gelé, un de ces aventuriers ratés d'hier, conservé par le froid. Il regarda le corps, puis la fenêtre de Zhang, un spoiler très clair de son propre futur. En bas, un homme à genoux se tenait le ventre. Il mourait vraiment de faim. La faim qui gratte la honte jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une pensée, manger ou mourir. Il leva les yeux et supplia. Pour un peu de pain. Juste un tout petit morceau. N'importe quoi. 3 pillards de plus se regroupèrent à la fenêtre.
La malice s'effondra en supplications désespérées. Ils dirent que Zhang en avait largement assez. S'il leur donnait à manger, ils feraient n'importe quoi, lui obéir, travailler pour lui, le servir. À l'intérieur, Zhang tenait un bol de nouilles fumant. L'odeur faisait probablement plus de dégâts psychologiques qu'une arme. Il leur dit d'arrêter, que leur état commençait à lui donner la nausée. Puis il jeta un œil à ses nouilles et ajouta, comme ça, que leur supplication le rendait encore plus affamé. Ils suivirent chaque mouvement des baguettes comme si c'était un rituel sacré. Ils bavaient presque. Finalement, Zhang posa le bol et revint à la fenêtre. Il dit qu'il pouvait leur donner une dernière chance. Mais que ce serait la dernière. Ses yeux brillèrent. Souriant, il fit l'offre, celui qui lui apporterait la tête de Zhang aurait des nouilles pour une semaine entière. La réaction fut instantanée. Toutes les têtes se tournèrent vers leur chef au même moment, comme si la meute venait de réaliser que le plus gros morceau de viande se trouvait à côté d'eux depuis le début. Zhang se figea. Arme en main, il les regarda, incrédule. « Qu'est-ce qu'il a dit » grogna-t-il. Personne ne répondit. Tout le monde faisait déjà des calculs de loyauté en silence. Zhang serra les dents, leva son pistolet et leur ordonna de reculer. Quoi qu'ils imaginent, ça ne lui plaisait pas. Il prit son téléphone et lut lui-même le message. Le texte de Zhang était simple, « Je nourrirai celui qui m'apporte ta tête. C'est tout. » À cet instant, Zhang comprit quelque chose d'important, Zhang ne se contentait pas de se défendre. Il détruisait le groupe de l'intérieur en utilisant la faim comme une arme plus mortelle que l'électricité. Lunette murmura une question cruciale, si Zhang allait parler à Zhang en tête-à-tête pour régler ça, qu'est-ce qui arriverait à l'appartement de Zhang ensuite? Qui le contrôlerait? Qui contrôlerait la nourriture? Son égoïsme était si nu qu'il en devenait presque mignon. Zhang leur dit que personne n'attaquerait à l'aveugle. Ils devaient essayer d'utiliser leur cerveau une seconde. S'ils ne savaient pas casser de l'acier, il leur fallait un autre plan. Peut-être qu'il existait une méthode plus intelligente à exploiter. Dans un autre coin du couloir, deux résidents s'accroupirent et chuchotèrent. Ils allaient vraiment trahir ce chef psychopathe? Et ils pensaient que Zhang ne les tuerait pas aussi? L'autre ricana. S'il suivait Zhang, il mourrait de faim de toute façon et Zhang ne tiendrait pas longtemps non plus. Le plan était simple, s'approcher de Zhang, prendre de la nourriture, négocier. Mieux que mourir comme des idiots. Évidemment, ce genre de plan finit rarement bien. Surtout dans cet immeuble. Alors qu'il se préparait à bouger, le canon d'un pistolet glissa hors de l'obscurité d'un appartement voisin. La voix de Zhang résonna dans le corridor alors qu'il aboyait des ordres, se regrouper, et plus vite. Il avait décidé de faire avancer son petit royaume. Quand il sortit dans le couloir, un de ses hommes aperçut un mouvement dans l'ombre et cria qu'il y avait un danger derrière eux. Deux résidents jaillirent d'un angle, couteau en main, faim et calcul dans les yeux. Les lumières glacées de l'immeuble vacillèrent derrière eux, et Zhang regarda tout via ses caméras. Ses doigts se resserrèrent sur son arme. « Mettez les blessés à l'abri », marmonna-t-il pour lui-même, les lèvres serrées par le mépris. Des coups de feu claquèrent dans le couloir. Un homme en chemise bleue se plia en deux quand une balle lui traversa le dos. Sa bouche resta ouverte, choquée. Une douleur brûlante lui laboura la colonne comme une traînée de feu. Il attrapa son téléphone, les doigts glissants de sang, et supplia par message la docteure Zhou de venir le bander, l'aider. Peu après, Zhou arriva et s'agenouilla près de lui, épuisée, mais les mains toujours stables. Elle soigna la plaie avec précaution. L'homme promit qu'il lui donnerait quelque chose en échange. Les yeux de Zhou s'écarquillèrent quand elle comprit ce qu'il voulait dire. Elle refusa immédiatement, elle préférerait mourir plutôt que d'accepter le cadeau que Zhang avait en tête. Zhang lui lança ce regard de tu as mal compris dans le pire sens possible. Si elle refusait cette récompense, alors elle pouvait vraiment mourir. Il essuya presque tendrement une larme sur sa joue, puis ruina l'instant en ajoutant que s'il devait sacrifier quelqu'un du groupe, il le garantissait que ce serait en dernier recours. Voilà, super romantique. Zhou se détourna, écœuré.
Un des assistants les regardait sans comprendre la moitié de ce qui se passait. Zeng rengaina son arme et déclara qu'il ne bougerait pas tant que Zhu n'aurait pas fini de soigner les blessés. Plus tard, le groupe se rassembla autour d'une table pour discuter de chaque humiliation subie devant la forteresse d'acier de Zhang. Chaque tentative d'intrusion avait tourné au cauchemar, électricité, carreaux, ou feu. Il leur fallait un autre angle. Une fille assise non loin écoutait depuis une autre table, pendant qu'ils se disputaient la stratégie. Leur plan, c'était prendre l'appartement d'à côté. Attendre en silence. Tendre une embuscade à Zhang au moment où il serait forcé de sortir. Puis frapper. Zhu se leva, se tenant le ventre. Quand le chef demanda où elle allait, elle servit le plus vieux mensonge du monde, les toilettes. En réalité, elle sortit son téléphone et envoya un nouveau message à Zhang. Elle lui raconta le nouveau plan du gang, ils avaient pris l'appartement d'à côté. Le message arriva chez Zhang peu après qu'un jeune couple naïf avait ouvert sa porte à un groupe se faisant passer pour de voisins désespérés. Des sourires, puis des hommes qui se ruent derrière. Des coups. Des corps qui frappent le sol. Les envahisseurs finirent le travail sans hésiter. Zeng sourit à la femme à côté de lui et demanda si elle croyait vraiment que ce couple allait survivre. Puis il baissa la voix et expliqua qu'ils avaient besoin d'une source de nourriture constante. Et dans sa logique, ça voulait dire tuer les propriétaires et prendre leur maison. Un peu plus tard, Lunette s'effondra sur le bord du canapé et se gratta l'épaule. Il écarta ses vêtements pour regarder puis se figea. La plaie était rouge, gonflée, dégoûtante. L'infection s'étendait comme de la rouille. La sueur coulait sur son front, et respirer devenait plus difficile. Il ne voulait pas mourir. D'autres vérifièrent leurs propres blessures. Les mêmes veines sombres. La même chaleur. La même horreur lente qui rampait. S'ils continuaient à suivre Zeng comme ça, ils n'étaient pas seulement affamés. Ils étaient des cadavres en marche. Lunette se couvrit le visage de ses mains et dit que tout le monde allait mourir. Zhu les observa et comprit une vérité cruciale, si ça continuait, l'infection finirait ceux qui avaient survécu au piège de Zhang. Il leur fallait une sortie. Elle se tourna vers une autre fille et dit qu'elle devait parler à Zhang. Parce que si ça continuait comme ça, c'était déjà fini. À l'étage, dans sa boîte d'acier, Zhang regardait. Il voyait Zeng forcer les voisins sous la menace. Il comptait les réserves volées, les balles tirées, le désespoir qui gonflait dans les yeux de tous. Cet homme, pensa-t-il, essayait de régner par la peur. Mais la peur ne remplit pas un garde-manger. Les jours se brouillèrent, neige, faim, mauvaise décision. Zhang lança une vidéo sur son écran. On y voyait Zeng dans le couloir, arme tremblante, menaçant les résidents, s'ils n'obéissaient pas à ses règles, ils mourraient. Zhang tapota un rythme à côté du moniteur. Les réserves et les munitions du gang diminuaient clairement. Et dans les yeux de Zeng, il y avait cette lueur désespérée d'un homme qui sait que son royaume est bâti sur du sable ou, ici, sur de la glace. Avant que ça ne devienne une tumeur, quelqu'un devait l'arracher. À ce moment-là, son téléphone sonna. Il le porta à l'oreille. La voix de Zhu passa faible, tremblante, comme si elle parlait sous une couverture. Elle expliqua que le gang pillait les appartements sans arrêt, tuant ceux qui résistaient. Elle dit qu'il traînait les voisins comme du bétail. Elle avoua qu'elle n'avait pas mangé depuis 2 jours. Et enfin, toute neutralité quitta sa voix, et elle le supplia de l'aider. Zhang fronça les sourcils devant l'écran. Dans un monde qui s'effondre, une docteure valait de l'or. Il ne pouvait pas la laisser mourir s'il avait une autre option, surtout si cette option l'aidait aussi à éliminer ses ennemis. Il décida de saisir l'occasion. D'une voix calme, il lui dit, il l'aiderait, mais d'abord, elle devait accomplir une tâche pour lui. Peu après, sa porte commença à trembler sous des poings qui martelaient, et quelqu'un hurla, Zhang Yi, ouvre. C'était Zhu Peng, le gars aux cheveux rouges avec la plaie infectée, tremblant de rage, refusant d'arrêter de frapper la porte. Zhang s'approcha et lui parla. L'infection avait envahi tout son corps. Pendant que l'immeuble était glacé,
En lui, c'était devenu un incendie. Il n'y avait plus de médicaments pour le sauver. La rage se mélangeait à la douleur. Encore une fois, il hurla qu'il allait tuer Zhang. Mais au fond, il connaissait la vérité. Alors Zhang, avec un sourire diabolique dans sa forteresse, lui dit que s'il avait un jour voulu faire quelque chose qu'il n'avait jamais osé, c'était sa dernière chance. Zhu Peng, noyé dans le désespoir, le savait. Il savait que Zhang avait raison. Il savait ce qu'il devait faire. Ses jambes le portèrent vers quelqu'un d'autre. Il donna un coup de pied dans une porte et appela Qin, la personne qui avait déjà joué le rôle du partenaire doux et loyal. Qin était là, bras croisés, regard glacé. Zhu attrapa la main de Qin, les yeux brillants de folie, et proposa un deal ridicule, mariage, alliance, un partenariat tordu fait de désespoir et d'obsession. Qin retira sa main brusquement et lui dit de dégager. Ils allaient chercher Zhang, pas perdre du temps avec les délires d'un mourant. Zhu Peng s'effondra. Il attrapa Qin à la gorge, hurlant que c'était la faute de Qin s'il en était arrivé là. Ailleurs, Zhu serrait une bouteille de somnifère. Elle se souvint de la tâche de Zhang. Si elle voulait de l'aide et un ticket pour sortir de ce désastre au ralenti, elle devait utiliser le seul avantage qu'il lui restait, tout le monde la voyait encore comme inoffensive. Zhu cacha la bouteille contre son bras, alla à la cuisine, et s'approcha de Zheng. Elle dit qu'elle voulait aider pour la nourriture. Zheng posa les mains sur ses hanches et haussa un sourcil, il était surpris que la docteure qui tremblait il y a une minute veuille maintenant remuer une marmite. Zhu soutint son regard et prononça la phrase la plus honnête qu'elle ait dite depuis des jours, elle voulait vivre. Zheng soutint son regard, puis sourit et accepta. D'accord. Alors aide en cuisine. Si elle voulait vivre à ce point, il allait clairement s'en servir. Zhu coupa du bois, entretint le feu sans attirer l'attention. Le cuisinier lui cria de ne pas laisser le feu s'éteindre. Zhu serra les dents, hocha la tête, et attendit l'instant où personne ne regardait. Puis elle sortit la bouteille et versa tout dans la marmite. Tourne, tourne, tourne. Ragoût d'Apocalypse, édition sédatif. Bientôt, une odeur incroyable remplit la pièce. Les membres du gang firent la queue avec leurs assiettes comme des prisonniers à la cantine. Chacun prit sa portion, ils riaient, plaisantaient, parlaient comme si le froid n'était qu'un détail. Zheng leva sa cuillère et fit remarquer à quel point c'était surprenant de voir la docteure autrefois tremblante cuisiner à ses côtés. Zhu sourit faiblement, dit qu'elle voulait manger ailleurs, et se glissa dehors refermant la porte derrière elle. Dans le couloir, elle s'adossa au mur, le cœur cognant dans sa poitrine. La dose devait suffire à assommer tout le monde au moins une demi-heure. Peut-être plus, à moins que Zheng n'ait une immunité de méchant de fin de saison. À l'intérieur, les bâillements commencèrent à éclater un par un comme du pop-corn. Quelqu'un se frotta les yeux en disant que la journée le tuait. Un autre finit son assiette et s'affaissa aussitôt, endormi. Des corps tombèrent sur les chaises et les canapés, un à un. En les observant depuis le coin, Zhu sentit un soulagement si grand qu'il manqua de lui exploser dans la poitrine. Ça avait marché. Elle prit son téléphone et écrivit à Zhang, tâche accomplie. La réponse arriva immédiatement. Elle devait traîner les endormis jusqu'au balcon. Will dehors. Will dans l'air glacial. Quelques minutes plus tard, Zhu tirait les corps comme elle pouvait. Ce n'était pas élégant. C'était de la survie. Sur le balcon, Zhang regardait via ses caméras. Alors qu'ils étaient empilés dehors, il les vit comme des sacs poubelles et des paquets humains pleins d'erreurs. Il serra le poing, satisfait. Le noyau du gang venait d'être rassemblé d'un seul coup. Zhu, la voix tremblante comme si elle agrippait les épaules de Zhang, au moins la version de lui dans sa tête, demanda s'il comptait les tuer comme ça. Zhang sourit derrière la caméra. Non. Celle qui allait les tuer, c'était Zhu. Et ce n'était pas fini. Zhang lui dit de les attacher aux rambardes et de prendre le pistolet de Zheng. Zhu protesta que c'était trop, que ça allait trop loin. Zhang leva son arme à l'intérieur de son appartement et dit que dans ce monde, trop prudent n'existait plus. Sur le balcon, les doigts de Zhu bougèrent vite. Elle passa des cordes aux poignets et aux chevilles,
fixant tout le monde au barreau de fer. Puis elle attrapa l'arme à la ceinture de Zeng et la tira enfin. La voix de Zhan revint calme, définitive. Elle devait retirer le chargeur. Puis sortir et le lui jeter. Zhu fronça les sourcils, tenant l'arme. Pourquoi devrait-elle lui faire confiance? Zhan ne perdit pas de temps en discours, il lui rappela qu'elle n'avait pas d'autre choix. Les mains tremblantes, Zhu retira le chargeur et lança le pistolet vers le balcon d'à côté, côté acier. Zhan l'attrapa au vol et vérifia. Oui. Le même pistolet. Le même chef. Le même homme dont Zhan comptait se venger. Zhu regardait, totalement secoué. Qu'est-ce qu'il préparait? Puis elle vit le tuyau. L'eau jaillit de la lance, claire, puissante. Zhan sortit sur le balcon et pointa le tuyau vers les corps attachés en face. De l'eau glacée les frappa de la tête aux pieds, trempant cheveux, vêtements, peau. La mâchoire de Zhu faillit décrocher. Il est fou, pensa TL. Température négative, corps trempé, poignets attachés au métal, vent, ce n'était pas juste la faim. C'était de la cruauté en production industrielle. En bas, les hommes de Zeng se réveillèrent un par un, choqués par le froid. Ils clignaient des yeux, perdus, trempés, les dents claquant, cherchant à comprendre pourquoi ils étaient attachés à une rambarde pendant qu'on les arrosait d'une douche glaciale. Les yeux de Zeng s'ouvrirent d'un coup. Dès qu'il comprit, son visage se tordit. Ils avaient été drogués. Il rugit le nom de Zhan dans l'air gelé. Zhan laissa échapper ce rire délicieux, parfum vengeance. D'un ton presque poli, il leur demanda de se dépêcher de mourir. Puis il tourna la vanne. La pression augmenta, frappant plus fort. L'eau gelait presque au contact de la peau. Zhan regarda le givre grimper sur le visage de Zeng. Au bout d'un moment, il décida que c'était suffisant. Ils allaient geler de toute façon, pas besoin de gaspiller plus d'eau. Il coupa le tuyau. Du côté de Zeng, la glace couvrait ses cheveux et ses joues. Son souffle devint vapeur, puis plus rien, tandis que son corps se figeait. Zhan sortit son téléphone et appela Zhu. Il lui dit qu'elle pouvait entrer maintenant. Zhu tomba à genoux, écrasée par tout ce que ça représentait. Puis elle se releva et courut. À la porte, le pouls battant dans sa gorge, elle appela d'une voix basse. À l'intérieur, Zhan visa instinctivement la porte avec son arme. Il écouta attentivement. La voix dehors était celle de la même fille, celle qui tremblait en recousant des blessures, à genoux, dans le couloir glacé. Il vérifia une dernière fois la caméra, vit qu'elle était seule, et se relâcha enfin. Il déverrouilla les verrous. Zhu poussa la porte. Un souffle d'air chaud se déversa dans le couloir comme si c'était une matière. Elle entra, et son souffle se coupa. Le contraste avec le corridor gelé était si violent que ses jambes cédèrent. Elle tomba à genoux, les larmes aux yeux. Elle ne se souvenait plus de la dernière fois où elle avait senti une vraie chaleur. Zhan s'approcha par derrière. Son ton était trompeusement léger lorsqu'il demanda si elle avait oublié quelque chose. Zhu se tourna vers lui, confuse. Zhan montra ses dents dans un sourire de requin. Si elle voulait vivre dans ce paradis d'acier, dit-il, elle devait prouver qu'elle n'était pas une menace. Zhu rougit et demanda ce qu'il voulait dire exactement. Zhan expliqua qu'il devait être sûr qu'elle ne cachait rien. Pas de couteau. Pas de pilule. Pas de surprise. Et ce n'était pas une demande. Il s'assit, la voix nette. S'ils allaient coopérer, il fallait une honnêteté absolue entre eux. Et dans son dictionnaire, honnêteté commençait par le fait qu'il ne reste aucun endroit où caché ne serait-ce qu'une lame. Zhu hésita, puis obéit, le visage brûlant de honte. Couche après couche, elle se déshabilla. Elle luttait pour ne pas s'effondrer coincée entre humiliation et soulagement. Quand Zhan fut convaincu qu'elle ne portait rien, il lui jeta une serviette. Il désigna la salle de bain et lui dit de prendre une douche chaude. Vapeur et savon, deux luxe qui semblaient maintenant presque mythiques. Plus tard, quand Zhu sortit de la salle de bain habillé de nouveau, il lui dit de s'asseoir sur le canapé. Il prit un sèche-cheveux, l'alluma,
et parla pendant que l'air chaud passait dans ses cheveux. De son ton calme habituel, il dit qu'elle n'était pas ici parce qu'il était une bonne personne. Il avait ses raisons. Si elle voulait vivre sous son toit, elle suivrait ses règles sur tout. Il pointa la porte et dit qu'il avait placé des caméras partout dans l'appartement. Chaque angle. Chaque coin. Les portes étaient en acier. Les murs aussi. Si ça ne lui plaisait pas, la porte était là. Elle pouvait partir. Maintenant. Zhu rougit et hocha la tête rapidement. Elle promit qu'elle se tiendrait à carreau. Zhang sourit. Choix intelligent, dit-il. Il n'y en a plus beaucoup. Puis il s'approcha, glissa ses doigts dans ses cheveux encore humides. Il dit qu'il allait lui confier un secret. Et que garder des secrets serait le socle de leur partenariat. Il ouvrit les bras et lui rappela une évidence, elle avait vu ce qui arrivait aux gens qui essayaient de le tuer. Zhang tuait tout le monde avant qu'il ne puisse le tuer. Zhu baissa la tête et hocha, approuvant silencieusement chaque mort qui s'était produite sous les yeux de Zhang. Puis Zhang s'assit près d'elle et passa à quelque chose de plus grand. Le sujet dont les infos ne cessaient de parler, l'explosion dans l'espace. Cette étrange onde d'énergie qui avait frappé la planète et déclenché les blizzards. Il dit que ces rayons n'avaient pas seulement détruit le climat, ils pouvaient aussi changer le corps humain. Ils pouvaient donner des capacités. Il leva la main. Une seconde plus tard, un paquet de nourriture apparut dans sa paume. La réalité bégaya une fraction de seconde. Il le jeta sur ses genoux. Il expliqua qu'il avait obtenu une capacité d'espace de poche, un stockage auquel lui seul pouvait accéder. Il dit à Zhu que toutes les étagères, les boîtes et les réserves soigneusement empilées qu'elle voyait dans l'appartement, ce n'était rien. Juste une petite fraction de son stock total. Son véritable arsenal était dans cet autre espace, cette autre dimension. S'il mourait, tout disparaîtrait avec lui. Mais tant qu'il vivait, Zhu pouvait vivre confortablement aussi. Zhu fixa le paquet, les mains tremblantes. Ce n'était pas un petit tour de magie télé. C'était un entrepôt ambulant, juste devant ses yeux. Zhang dit que la nourriture était pour elle. Zhu attaqua le paquet avec autant de grâce qu'une personne affamée depuis trop longtemps pouvait en avoir. Zhang lui versa un verre d'eau et la regarda dévorer en silence. Puis il expliqua l'autre côté du marché. Il ne l'avait pas fait entrer parce qu'il voulait une jolie partenaire à côté de lui. Il avait besoin de quelqu'un pour partager la charge à l'intérieur de la forteresse. Cuisine. Ménage. Toilette. Et plus tard d'autres tâches, d'autres dangers. Il lui donna ce travail. Zhu avala sa salive, soudain, elle se sentait moins excitée par sa nouvelle promotion. Zhang leva un doigt et le posa doucement sur ses lèvres. Il demanda ce qu'elle était prête à faire en échange de tout ce confort. Chaleur. Nourriture. Sécurité. Pendant un instant, tout devint silencieux. Et dans les yeux de Zhu, quelque chose devint terriblement clair, elle ne pouvait pas lui résister, et elle n'allait pas le faire. Puis leurs lèvres se rencontrèrent, scellant une nouvelle relation. Les vêtements tombèrent au sol, pièce après pièce. Au final, ils se retrouvèrent dans les bras l'un de l'autre s'agrippant dans un monde où le froid peut tuer plus vite que la culpabilité. Vu depuis le siège du public, oui, ça peut ressembler à une relation sale, grise, déséquilibrée. Mais du point de vue de Zhu, timide et brisée, elle était maintenant avec quelqu'un de sûr de lui, décisif, et fort. Bienvenue dans l'apocalypse, ce que vous jurez ne jamais faire en temps normal peut basculer en une seconde. Le lendemain matin, Zhang passa devant la porte de la chambre et jeta un œil à l'intérieur. Zhu dormait encore, les cheveux étalés sur l'oreiller, la respiration calme. Zhang se gratta la nuque et marmonna que peut-être il avait un peu trop poussé la nuit dernière. Puis il frappa doucement et demanda si elle voulait se lever pour manger. Zhu remua, se tourna, vit Zhang, et se força à se réveiller. Elle ramassa ses vêtements au sol et sortit du lit. Bientôt, ils étaient assis ensemble à manger des burgers et boire du soda comme s'ils n'avaient pas passé la nuit dans un monde d'exécution par gel et d'alliances piégées moralement. Zhu mordit dans son burger comme si c'était le meilleur repas de sa vie. Zhang la regarda un moment, puis demanda si elle était rassasiée. Zhu hocha la tête. En vérité,
Elle pouvait manger bien plus. Puis son cerveau de médecin se ralluma. Après une longue famine, trop manger peut détruire l'estomac, gastro-entérite, complications, ses instincts professionnels et ses instincts de survie se mirent à se battre dans sa tête. Zhang attendit que son débat interne se termine, puis lui lança une veste. Zhou l'enfila et demanda ce qu'il faisait maintenant. Zhang alla vers la porte du balcon et la fit coulisser. L'air froid lui gifla le visage, loin en bas, les corps gelés des pillards et des membres du gang étaient toujours là, comme des statues grotesques. Zhang attrapa une batte de baseball, ses yeux brillèrent. Avec un sourire mauvais, il dit, il allait aller casser de la glace. Parce que câbler la porte à l'électricité, recouvrir les murs d'acier, brûler des pillards, congeler tout un gang, séduire une docteure, et cacher des réserves dans une autre dimension, ce n'était toujours pas suffisant. Un homme a aussi besoin de glaçons pour son verre. Et l'épisode se termine pile ici. À la prochaine sur Plotoria, quel est le prochain mouvement de Zhang? Quand les résidents de l'immeuble 25 réaliseront que Zhang a disparu, que feront-ils après avoir essayé de tuer Zhang? Et que se passe-t-il à l'extérieur de l'immeuble 25, dans les autres bâtiments? Comment les gens survivent-ils là-bas? Qin découvrira-t-il où se trouve vraiment la docteure Zhou? À la prochaine, et souvenez-vous, dans l'immeuble 25, les portes se ferment. Mais les dettes, jamais.